écoutez Europe 1, il est 13h. Europe 1 13h. 13h, 14h. Céline Géraud. Bonjour à tous et bienvenue à bord. Europe 1 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dans ce journal, le grand oral de Michel Barnier dans 2 heures face à l'Assemblée. Choc fiscal, immigration, sécurité. À quoi faut-il s'attendre? Les indiscrétions du service politique d'Europe 1. Ce nouveau drame à la sortie d'une boîte de nuit. Un jeune boxeur de 17 ans poignardé à mort par un Algérien de 24 ans. Au Liban, premier raid terrestre de l'armée israélienne dans le sud du pays. Le point sur la situation dans quelques instants. Enfin, à 2 mois de la réouverture de Notre-Dame, les 150 choristes de la cathédrale se préparent à reprendre du service. Vous les entendrez à la fin de ce journal. Bonjour Géraldine Aron. Bonjour Céline. La tendance météo pour l'après-midi? Eh bien, ce sera très pluvieux sur la partie centrale du pays, notamment sur le centre-est. Le temps est plus sec et doux en Méditerranée. Les températures iront de 14 à 18 degrés sur la moitié nord, 19 à 23 au sud, jusqu'à 27 degrés à Bastia. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal. Europe 1. Et on ouvre cette Europe 1 13h avec cette journée déterminante pour le gouvernement Barnier, avant le discours de politique générale du Premier ministre à 15h face à l'Assemblée nationale. Le président avait convoqué le gouvernement pour le Conseil des ministres et Jacques Serret, ce n'est pas anodin. Pour la première fois, le compte-rendu de ce Conseil n'a pas eu lieu à l'Élysée. Oui, signe que c'est une nouvelle ère et que nous sommes pas loin d'une forme de cohabitation. Le compte-rendu du Conseil des ministres a lieu désormais dans les locaux des services du Premier ministre, dans la salle de presse du service d'information du gouvernement, une annexe de Matignon. Au micro, la porte-parole Maude Bréjon. Le président de la République a donc ouvert ce deuxième Conseil des ministres en affirmant que c'était un jour important. Important parce qu'il allait permettre d'apporter de la clarté auprès des parlementaires et des Français. Et une clarification a déjà eu lieu en Conseil des ministres. Là, cela fait suite aux déclarations de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui il y a 2 jours expliquait que l'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. Ce matin, Michel Barnier a posé ses lignes rouges. Beaucoup de gens ont en ce moment des lignes rouges. Le Premier ministre a le droit d'en avoir aussi. Aucune tolérance sur le racisme, sur l'antisémitisme. Aucune tolérance sur le communautarisme. Aucune tolérance face aux violences faites aux femmes. Aucune tolérance aux atteintes à la laïcité. Aucune, évidemment, remise en cause des avancées sociétales. Et aucune remise en cause, je le dis évidemment de même, de l'état de droit. Manière de calmer les esprits des parlementaires du Nouveau Front Populaire et même du camp présidentiel avant la séance qui aura lieu dans maintenant 2 heures à l'Assemblée. Merci Jacques Serret en direct de Matignon pour Europe 1. Un Premier ministre sous pression à 15h, donc à la tribune de l'Assemblée nationale. Sa déclaration de politique générale est très attendue. Arthur Delaborde, Michel Barnier joue gros sur le plan politique. Effectivement, Michel Barnier va clarifier en tout cas son projet politique, placé sous surveillance non seulement par les oppositions, mais aussi par les composantes de sa fragile majorité relative. Le Premier ministre se sait très attendu, en particulier sur 2 sujets potentiellement explosifs. D'abord l'immigration. Michel Barnier va exposer une ligne que Matignon présente comme forte, concrète et humaniste. L'enjeu, c'est surtout de savoir quelle marge de manœuvre le chef du gouvernement entend laisser à Bruno Retailleau, son ministre de l'Intérieur, qui affiche sa volonté d'acier de reprendre le contrôle migratoire. L'autre sujet brûlant, c'est évidemment celui du redressement des comptes publics. Il se murmure que Michel Barnier pourrait proposer un choc fiscal pour dégager une 15aine de milliards d'euros de recettes supplémentaires. Ces augmentations d'impôts viseraient surtout les hauts revenus et les entreprises. Problème, ni le Nouveau Front Populaire, ni le Rassemblement National, ni même le camp présidentiel et les LR ne souhaitent cautionner des hausses d'impôts. En tout cas, pour éviter le risque d'une perte de crédibilité immédiate, le Premier ministre ne sollicitera pas tout à l'heure de vote de confiance à l'issue de sa déclaration de politique générale, tout simplement car il n'a pas la certitude d'obtenir la majorité absolue. Arthur Delaborde pour Europe 1. Alors on l'a bien compris, Michel Barnier va avant tout tenter de rassurer, de rassembler aussi, et pour survivre à une motion de censure, le nouveau Premier ministre doit aller chercher des voix au-delà de sa base. Alexis de La Fontaine, qu'attendent justement les oppositions de ce discours ?
Eh bien, le Rassemblement national veille au grain. Les troupes de Marine Le Pen menacent de voter une motion de censure en cas de non-respect de leurs conditions. Écoutez les lignes rouges du député Jean-Philippe Tanguy. Nous attendons enfin de savoir si M. Barnier va avoir un discours de rupture avec les politiques de faillite et de laxisme qui ont ruiné la France et mis les Françaises et les Français en insécurité depuis 40 ans, ou si ce sera la continuité malheureusement de la Macronie. Le Rassemblement national espère surtout obtenir l'instauration de la proportionnelle aux élections législatives. À gauche, le nouveau Front populaire annonce déjà déposer une motion de censure contre Michel Barnier, comme le justifie l'insoumise Mathilde Panot. Nous n'attendons rien d'un gouvernement qui ne respecte pas le suffrage universel et qui se présente devant cette Assemblée nationale avec une illégitimité extrêmement forte. Et donc, évidemment, nous censurerons ce gouvernement. Le vote de cette motion de censure aura lieu la semaine prochaine au Palais Bourbon. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 est dans cet hémicycle bouillant. Il faut donc s'attendre à des annonces explosives sur le plan fiscal, confronté à un déficit à 6% et à une dette de plus de 3 200 milliards d'euros. Le Premier ministre va devoir trancher dans l'art. Barthélémy Philippe, vous avez des pistes sur les mesures qui pourraient être annoncées cet après-midi, hein ? Oui, les grandes entreprises et les contribuables fortunés devraient être ciblés pour redresser les comptes publics. Selon le Parisien, Michel Barnier va dévoiler un choc fiscal de 15 à 18 milliards d'euros. Le taux de l'impôt sur les sociétés va temporairement passer de 25 à 33,5% pour les grands groupes dont le chiffre d'affaires dépasse le milliard d'euros. Le gouvernement en attend 8 milliards d'euros de recettes. Par ailleurs, la taxe sur les superprofits des énergéticiens sera reconduite et renforcée, rendement attendu 3 milliards d'euros. Côté particulier, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus va tripler pour un rendement espéré de 3 milliards d'euros. Enfin, une mesure va concerner l'ensemble des Français, c'est le retour des taxes sur l'électricité à leur niveau d'avant la crise énergétique. Malgré son ampleur, ce choc fiscal ne suffira pas pour que la France repasse sous les 3% de déficit public en 2027. Michel Barnier va réclamer à l'Union européenne un délai supplémentaire en espérant renouer avec la règle en 2029. Les précisions de Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. 13h06, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans quelques instants, la suite de ce journal. Avec ce drame à la sortie d'une boîte de nuit dans le Calvados, un jeune de 17 ans poignardé à mort par un Algérien de 24 ans. Et puis le marché de l'automobile qui déprime. Et enfin les chœurs de Notre-Dame qui se préparent à chanter à nouveau. Alors à tout de suite. 13h-14h, Céline Giraud vous informe sur Europe 1. 13h-14h, Europe 1 13h. Sur Europe 1, le journal La Suite avec ce drame à la sortie d'une boîte de nuit à Suble dans le Calvados, Céline. Oui, il s'appelait Kylian, il avait 17 ans, c'était un grand espoir de la boxe et ce dimanche, il a été poignardé à mort sur le parking de cette boîte de nuit par un Algérien de 24 ans. Geoffrey Branger, que sait-on sur les circonstances de ce drame ? Eh bien, vers 5h30 dimanche, à la sortie de la discothèque L'Octavia, Kylian Binard est impliqué dans une rixe. Charlie Madeleine, le gérant de l'établissement, raconte ce qu'il a vu sur les caméras de vidéosurveillance. On voit Kylian qui commence à chamailler avec une personne et on voit malheureusement Kylian qui passe dans le dos du portier. Et malheureusement, l'autre individu a été chercher un couteau dans sa voiture. Il le poignarde alors violemment au cou. Ma compagne s'est précipitée, a fait les premiers soins avec un de mes autres portiers et malheureusement on n'a rien pu faire, quoi. Le suspect prend la fuite, il est rattrapé par des videurs qui l'interpellent avec son couteau. Il est ensuite placé en garde à vue, interrogé. Il nie d'abord en bloc avant de reconnaître les faits. La maman de Kylian était sur CNews ce matin. Elle est évidemment dévastée et réclame la plus grande fermeté. Je ne comprends pas qu'on puisse faire des choses comme ça. J'ai pas dormi la nuit, j'ai toujours l'impression qu'il va arriver. Il a pris la vie d'une personne, d'un gamin. Il faut qu'il reste en prison, il va pas être dehors parce qu'il peut recommencer. Donc non, qu'il reste en tôle. Concernant le profil de l'agresseur présumé, il s'agirait donc d'un Algérien de 24 ans en situation régulière. Son titre de séjour aurait été renouvelé récemment. Par ailleurs, un supposé complice présent lors des faits a été entendu en qualité de témoin. Cet homme serait sous le coup d'une OQTF et inscrit au fichier des personnes recherchées. Il devrait être prochainement placé en centre de rétention administrative. Geoffrey Branger pour Europe 1. 13h10 au Liban maintenant. Israël a lancé dans la nuit des raids terrestres localisés. Des affrontements sont en cours actuellement entre Tsahal et le Hezbollah dans le sud du pays. Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Quelle est la situation après cette première demi-journée d'offensive terrestre ?
des unités d'infanterie de Tsahal mènent bien des opérations depuis cette nuit dans des localités du sud de Liban, des villages, des zones qui abritent des infrastructures militaires du Hezbollah, stock d'armes, rampes de lancement de missiles, et c'est précisément l'objectif de l'armée, détruire les moyens de tir de roquettes anti-chars et de missiles qui menacent le nord d'Israël depuis le 7 octobre. Des soldats de la 98e division sont entrés à plusieurs reprises à l'est de la frontière avec le Liban, mais l'opération pourrait s'étendre tout le long de la ligne bleue, cette ligne qui délimite les deux pays. L'armée a largué en fin de matinée des tracts dans une trentaine de localités du sud du Liban pour demander aux populations civiles d'évacuer les villages où des infrastructures du Hezbollah sont présentes. S'il y a bien eu quelques échanges de tirs, les combats au sol sont pour l'instant très sporadiques. Peu de résistance de la part du Hezbollah selon Tsahal. Dans la nuit, l'armée libanaise s'est repositionnée, reculant à plus de 5 km de la frontière. Alors, pour l'instant, on ne peut pas parler d'affrontement direct, mais les différentes opérations israéliennes appuyées par les frappes aériennes laissent penser à une offensive de plus grande ampleur à venir, même si Israël affirme qu'elle sera, cette offensive, limitée dans le temps et qu'il ne s'agit pas d'occuper le sud du Liban, comme c'était le cas lors des précédents conflits entre les deux pays en 2006 et en 1982. Merci Wilfried de Villers en direct d'Israël pour Europe 1. 13h12, rien ne va plus pour le secteur automobile. La chute des ventes de voitures neuves se confirme avec ce matin la publication des chiffres de septembre. On est à moins 11% sur un an et c'est le 5e mois consécutif de baisse. Aurélien Fleureau, vous êtes le spécialiste transport à Europe 1. Les constructeurs français sont particulièrement impactés. Oui, c'est une rentrée morose pour le groupe Stellantis et en particulier pour Citroën qui chute de 23% et mise désormais très gros sur l'arrivée de ces nouvelles C3 en ce moment dans les concessions. La marque DS baisse de 28%, mais Peugeot est stable grâce aux bonnes ventes de la 208. Du côté du groupe Renault, c'est surtout Dacia qui est en difficulté, moins 31%, mais Renault aussi voit ses ventes diminuer de 11%. La tendance de fond du secteur automobile, c'est le succès des voitures hybrides, 33% du marché désormais, qui profite surtout à Toyota, plus 16%. L'électrique va un peu mieux, avec 20% de part de marché des voitures neuves. Le diesel s'effondre toujours à 7,5% sur les 9 premiers mois de l'année. Les constructeurs espèrent que les nouveautés qu'ils vont présenter au Mondial de l'Auto dans 2 semaines à Paris vont permettre d'inverser cette tendance, en particulier avec les très attendus R4 et R5 pour Renault. Ils doivent tous à tout prix vendre plus de voitures électriques pour ne pas payer de lourdes amendes en 2025 à Bruxelles s'ils ne parviennent pas à faire baisser leurs émissions de CO2. Les précisions d'Aurélien Fleureau, le spécialiste transport à Europe 1. Il est 13h13 sur Europe 1. Il y a 2 mois de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Céline, la maîtrise de Notre-Dame, composée de 150 choristes, s'apprête à faire son grand retour. Oui, la maîtrise, c'est le cœur de Notre-Dame de Paris qui existe depuis 850 ans. Et dès le 8 décembre, leurs voix vont retentir à nouveau sous les voûtes restaurées de l'édifice. Et pour Europe 1, Marie Jiquel s'est immergée au cœur de cette école de chant unique au monde. La dernière fois qu'il a pénétré à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, Henri Chalet, le chef de chœur, portait un casque et des bottes et faisait face à des échafaudages géants. C'est assez époustouflant de voir la blancheur de cette pierre et la beauté de cette cathédrale retrouvée. Je ne suis pas très inquiet sur l'acoustique qu'on connaissait avant et qu'on va retrouver. Pour fêter la réouverture de Notre-Dame, la maîtrise promet une saison grisante, des concerts tous les mardis soirs célébrant 1000 ans de répertoire, du Requiem de Mozart à la Passion selon Saint Jean de Bach, 150 choristes accompagnés du grand orgue sauvé des flammes et des eaux. L'orgue qui est en train d'être restauré, tous les tuyaux sont arrivés, mais il faut imaginer qu'il y a plusieurs nuits de travail pour réaccorder les tuyaux. Pourquoi la nuit ? Parce que dans la journée, il y a les travaux, et donc pour accorder les tuyaux un par un, il y en a quand même eu 1000, il faut du silence, et donc ce travail est encore en cours. La cathédrale toujours en chantier, impossible pour la maîtrise d'y répéter. Dès que la moindre minute sera libre, on ira évidemment pour reprendre un peu nos marques. Il faudra encore un peu de patience. Merci Marie Jiquel, spécialiste culture à Europe 1. On va être patient alors et on fait un point maintenant sur les marchés avec vous, Didier Hameau de Boursier.com. On vient d'en parler, le marché automobile est en baisse et ça impacte votre marché aussi. Oui, clairement, la bourse de Paris en baisse encore, moins 0,1%, une petite baisse, 7630 points après sa chute de 2% hier. La tendance, reste alourdie par le secteur automobile après l'avertissement de Stellantis lundi qui a chuté de 15% hier. Le titre reste très discuté autour des 12,50 €. On a Renault qui cède encore 3%, 37,75 € après moins 6% hier. C'est
très hésitant en Europe. La bourse de Francfort gagne 0,2%, Bruxelles plus 0,8% quand même, Madrid perd 0,6%, la bourse de Milan est stable, le CAC 40 recule de 0,1%, 7630 points. Merci Didier Hameau de boursier.com. Et la météo maintenant, Géraldine Amont, un temps variable et encore bien pluvieux. En effet, il pleut beaucoup, Céline, du golfe du Morbihan vers le bassin d'Arcachon jusque sur le massif du Jura et les Alpes du Nord où il tombera jusqu'à 50 mm d'eau et 70 mm sur les Savoies. Ces précipitations qui concernent la partie centrale du pays se décalent plus tard vers le sud. Il va donc pleuvoir sur les régions des Pyrénées à l'Alsace. La Normandie, l'Île-de-France et les Ardennes sont aussi concernés par les pluies cette nuit, alors que sur le pourtour méditerranéen, le soleil arrive à percer avant l'arrivée de nuages en fin de journée. Le vent d'ouest se lève cet après-midi sur la façade atlantique. Il souffle jusqu'à 60 km/h et ce vent atteint 50 km/h sur les côtes de Manche. Pour les températures, il fera 16 degrés à Verdun, 17 à Saint-Brieuc, Brest et Paris, 18 à Lille, 21 à Lyon, 22 à Marseille, 23 à Bordeaux et Montpellier, 25 à Toulouse, jusqu'à 27 degrés à Bastia. Demain, ce sera encore pluvieux au centre-est, orageux sur la région PACA. Ailleurs, c'est les éclaircies qui font leur retour. Merci Géraldine Amont. Jusqu'à 14h, on reste ensemble bien sûr sur Europe 1 et dans quelques instants, Bruno Retailleau revient sur ses déclarations sur l'état de droit, mais il le répète, le droit ne protège pas suffisamment les Français. Qu'en pensez-vous? Et puis le discours de politique générale de Michel Barnier à 15h, à quoi faut-il s'attendre? Décryptage avec Jean-Claude Dacier et Paul Melun. À tout de suite. Et vous pouvez réagir en appelant le standard d'Europe 1, le 01 80 20 39 21 Europe 1. Il est 13h17.